Ne t'approche jamais d'Aguera. C'est la dernière fois que Kiska a en tête avant de mourir. Il réapparaît au début d'un nouveau cycle. Il se jure de ne plus jamais chercher Tsubaki. Mais il y a un problème. Sans elle, il est bloqué. Il utilise son agilité pour retourner au portail de transfert et choisir cette fois-ci la route de droite. Une lumière blanche l'aspire et il atterrit dans une nouvelle zone. Le décor est le même, mais au bout du chemin, il y a une petite fille. Elle a des doubles couettes, des vêtements de noble et elle boit tranquillement son thé. Comment une enfant peut être aussi calme dans cet enfer? Pris de panique, il essaie de parler et explique qu'il cherche juste la sortie. La gamine pose sa tasse et soupire. Elle lui dit d'une voix fatiguée qu'il est bien trop faible pour se tenir devant elle. D'un coup, elle se tranche le poignet avec ses ongles. Son sang se transforme direct en lame écarlate et lui transperce la poitrine. Mais c'est là que ça déraille. Kiska s'effondre. La dernière image qu'il voit, c'est le sourire déformé de la gamine. Ce donjon est une prison pour des êtres fous qui se prennent pour des dieux. Cet enfant n'est pas humaine. Il s'agit de Judith, la vampire originelle. Un être d'un autre âge qui ne peut même pas espérer battre. Après sa résurrection suivante, il change de stratégie. Il prend le portail tout à droite. Il s'enfonce dans le couloir en priant ne croiser personne. Au bout du chemin, il n'y a pas de monstre, juste une épée plantée au centre de la pièce. Elle dégage un froid glacial. Kiska pose la main sur la garde et là, c'est le drame. Une douleur brutale lui remonte dans le bras. Une conscience ancienne et froide entre dans son esprit. Il essaie de lâcher l'arme mais elle est coincée. Il hurle pendant 10 minutes à cause de la souffrance. Mais quand ça s'arrête, son bras est différent. L'épée et lui ne font plus qu'un. Elle est lourde mais il sent une force nouvelle en lui. Et là, retournement total, Kiska pense que c'est sa chance. Mais un loup-garou de rang a surgi de l'obscurité. Kiska veut s'enfuir en courant, sauf que sa main refuse de lâcher l'arme. Son bras bouge tout seul. L'épée se lève et dans un mouvement ultra rapide, elle transperce le monstre. Un coup parfait. Le loup-garou tombe raide mort. Kiska tremble. Il ne peut plus respirer. L'épée vibre dans sa main comme si elle rigolait. Elle est vivante. Désormais, il avance seul et il s'en fiche. Il massacre tout sur son passage sous l'influence de l'épée noire. Rien ne l'arrête. Il arrive enfin devant une immense porte. Il s'agit de la salle du mini-boss. Il se souvient de son ancien combat avec Tsubaki et se demande s'il va retrouver le même ennemi. Mais ce n'est pas une bête ordinaire. Devant lui se dresse un griffon de rang S. Le monstre pousse un rugissement qui fait vibrer les murs. Kiska comprend tout de suite que ce n'est pas une simple épreuve. Sous l'influence de l'épée noire, Kiska devient d'un coup ultra rapide. Il esquive toutes les attaques du monstre avec une agilité de dingue. Il ne réfléchit même plus. Il tranche la chair de la créature de manière instinctive. Et ça marche. Il finit par terrasser le monstre de rang S. Le choc est tel que la créature s'effondre et que toute la salle se met à trembler. Kiska voit une porte secrète apparaître. Pour la première fois, il reprend espoir. Mais ça ne dure pas. Son bras droit devient super lourd. Il sent l'acier de l'épée s'infiltrer carrément dans ses os. Une présence étrangère grandit à l'intérieur de lui. Et là, au bout du couloir, Judith apparaît. Elle a changé. Elle n'a plus l'air d'une enfant, elle a grandi. Elle dégage un air de prédatrice. Elle le regarde et lui dit froidement qu'elle est là pour le traiter. Elle lui explique que son arme est une épée parasite. C'est un objet maudit qui se nourrit de la chair et de la magie de son porteur jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Judith est presque soulagée qu'il comprenne encore ses paroles. Ça veut dire que son âme n'est pas encore totalement bouffée. Sauf que le traitement, il commence tout de suite. Judith ne veut pas négocier. Elle se sectionne le bras et le transforme en une arme. Elle sourit comme une folle et se jette sur Kiska. Kiska ne recule pas. Guidé par l'épée noire, il arrive à contrer ses assauts. Les coups s'enchaînent. C'est un carnage apocalyptique. Mais Judith sort son joker. Elle lève la main gauche et déclenche la Scarlet Rain. C'est une pluie de sang qui dévaste tout. Kiska est pris de court, il n'a aucune défense. Son corps est réduit en cendres instantanément. Et là, retournement total, il revient encore une fois au point de départ. Kiska comprend que la résistance ne sert à rien. S'il veut survivre, il doit fusionner totalement avec l'épée. Il laisse la lame l'envahir et voler sa conscience. Il se met à massacrer des hordes de monstres pour nourrir l'épée avec leurs âmes. Le problème, c'est que plus l'épée devient forte, plus Kiska disparaît. Il finit par devenir une coquille vide qui manie une arme consciente. Mais peu importe cette tentative, le résultat est le même. Son esprit se fait aspirer, son corps est contrôlé et Judith finit toujours par le déchiqueter en rigolant. Il meurt, il revient, il meurt encore. Ça ne s'arrête jamais. Alors Kiska change de stratégie. Il comprend qu'il n'a qu'une seule chance, se soumettre. Il se met à genoux devant Judith, le front contre le sol. Il lui demande de devenir son disciple.
La vampire le regarde. Elle a l'air amusée par cette scène pathétique. Kiska cherche désespérément un moyen de se rendre utile. Il jure de lui obéir et de la servir sans discuter. Il lui dit même qu'il peut la divertir. Judith reste indifférente. Elle écarte ses cheveux et le fixe droit dans les yeux. Kiska essaie d'ajouter qu'il peut lui tenir compagnie, mais elle plisse les yeux. Elle a l'air contrariée. Il comprend qu'il vient de dire une connerie. Pour se rattraper, il lui explique qu'il peut travailler, cultiver la terre ou porter ses charges lourdes. Judith hausse les sourcils. Elle soulève une table en pierre d'une seule main, sans aucun effort, juste pour lui montrer qu'elle n'a pas besoin de ses muscles. Elle commence à perdre patience. Kiska sent sa gorge se serrer, alors il a ce qu'il a vraiment sur le cœur. Il lui parle de sa haine, de sa souffrance et de sa promesse de vengeance. Kiska déballe tout. Il raconte comment il s'est fait jeter et condamner pour rien. Il a tout perdu. Surtout, la femme qu'il aimait a été brisée par des types qui avaient le bras long. Kiska jure qu'il va les torturer un par un. Il va les tuer pour elle. Et il dit à Judith que ce carnage, il lui offre. Judith a un frisson de plaisir. Cette dévotion violente est exactement ce qu'elle recherche. Elle se penche vers lui et lui annonce qu'il va passer une épreuve. Si ça passe, il devient son disciple. Elle l'emmène direct au fond de la salle et active un mécanisme dans un mur de pierre. Derrière, il y a une pièce secrète. Dans le noir, une épée flotte. C'est la copie conforme de la sienne. Judith change de ton. Elle est nerveuse. C'est une lame parasite maudite. Elle veut s'en débarrasser depuis longtemps, mais personne ne survit quand on la touche. Elle regarde Kiska et lui lance. « Prouve-moi que tu peux être mon disciple. » Pour elle, Kiska n'est qu'un divertissement. Mais c'est là que ça devient vraiment tendu. Judith lui ordonne d'attraper la lame et de la sortir d'un coup sec. Kiska n'hésite pas une seconde. Pour lui, la mort c'est juste un retour en arrière, une remise à zéro du cycle. Il suit les instructions et attrape l'épée par la pointe. Et là, il fait un truc de malade. Il la porte à sa bouche. Il commence à l'avaler, centimètre par centimètre. Le métal froid glisse dans sa gorge et descend jusqu'à son estomac. Il ne réfléchit plus, il obéit. Sauf que Kiska a un plan totalement suicidaire qui finit par payer. Au lieu de la douleur, il sent une chaleur familière. Une voix de femme résonne dans sa tête. Elle lui dit qu'elle va lui prêter sa force parce qu'elle reconnaît l'odeur de son âme. Kiska a réussi. L'épée fusionne avec lui sans donner d'explication sur ce qu'elle est vraiment. Judith est sur le choc. Ce petit humain vient de survivre à une possession que même les vampires les plus costauds ne supportent pas. Elle ne dit rien, mais elle sourit. Ils sont désormais liés, maître et disciple. Ils commencent leur vie commune. Judith l'installe dans sa planque souterraine. C'est immense et tout semble figé par le temps. Elle lui donne la chambre où il dormait avant avec Aguera. Il a enfin un vrai lit et un espace à lui. Le lendemain matin, il la salue en l'appelant maître. Elle lui demande s'il a des pouvoirs particuliers. Kiska décide de ne rien dire sur sa capacité de réincarnation. Elle ne force pas, mais elle a l'air inquiète. Elle l'emmène dans une salle de compétences. Kiska lui fait confiance et la laisse choisir pour lui. Elle prend la maîtrise de l'épée. Pour elle, c'est la base s'il veut gérer la lame parasite. En marchant dans le labyrinthe, elle lui apprend aussi l'enchantement élémentaire pour le combat. Ils finissent par s'arrêter devant une porte géante. L'air est pesante autour d'eux. Like cette vidéo si tu kiffes le nouveau format. Ton vote équivaut à mon signal pour continuer. L'air vibre tout autour d'eux. Judith lâche une bombe. Derrière cette porte géante se cache le boss suprême du donjon. C'est un monstre de rang triple S. Personne ne l'a vu depuis plus d'une cinquantaine d'années. Judith est honnête. Cette créature est encore plus forte qu'elle. Leur seul but maintenant, c'est de s'allier pour réussir à le buter. Mais avant ça, il y a du boulot. Elle se retourne vers Kiska et lui dit cache. On commence l'entraînement. Il marche longtemps et arrive dans une grande salle vide, éclairée par une lumière rouge sombre. Judith se place au centre. Elle ordonne à Kiska de sortir la lame parasite. Le sang de Judith coule de ses doigts et se transforme en une arme. C'est son pouvoir, la transmutation du sang. Judith lui explique le test. Il doit lâcher son épée et la laisser se battre contre elle. S'il tient le coup, il gagne. Kiska se concentre à fond. Une notif apparaît dans sa tête. Il vient de débloquer la compétence maître de la lame parasite avec une technique spéciale, la lame noire. Le duel commence. Judith est sûre d'elle. Elle lui dit de frapper sans retenue et promet de ne pas le tuer. Mais Kiska refuse. Il ne veut pas la blesser. Et là, Judith s'énerve. Elle lui dit que sa gentillesse va le faire crever. Elle bouge d'un coup. Elle bouge tellement vite que ses yeux n'arrivent pas à la suivre. Il esquive de justesse, l'épée lui frôle le visage. Sauf que son hésitation rend Judith furieuse. Elle enchaîne les coups, c'est rapide et précis. Kiska essaie de suivre le rythme, mais il finit par se prendre un revers violent. Il vole et s'écrase contre un mur de pierre. Judith s'approche lentement, elle n'a aucune pitié. Elle lui demande s'il croit vraiment que la pitié a sa place ici. Kiska comprend qu'il n'a plus le choix. S'il ne se bat pas pour de vrai, elle va le détruire. Il se relève et serre les dents. Il se rappelle un détail. Avant, Judith utilisait une épée lourde. Mais là, elle a une arme courte. C'est une ouverture.
Au moment où elle bondit, il se jette sur elle et encaisse l'attaque de face. Le choc manque de lui briser le bras, mais il tient bon. Au même instant, il fait pivoter sa lame noire et lance une attaque tournoyante vers sa tête. Judith esquive d'un mouvement de hanche, mais c'est pas assez. La pointe de la lame lui entaille le bras gauche. Une goutte de sang coule de sa peau. Kiska l'a touché. Le jeune homme panique direct. Il s'excuse, il tremble. Il est persuadé qu'il a déconné. Mais Judith regarde juste sa plaie. En quelques secondes, le bras se referme tout seul. Elle sourit. Elle lui dit qu'il l'a bien fait et que le test est validé. À partir de là, Kiska passe aux choses sérieuses. Après le combat, ils prennent le temps de se reposer. Judith ne le dit pas, mais elle est impressionnée par l'intuition de son élève. Sa capacité à analyser le combat est dingue. Elle commence même à avoir un peu de l'estime pour lui. Mais le repos est de courte durée. Dans le donjon, chaque jour est un combat pour rester en vie. Si tu te relâches une seconde, t'es mort. Judith lance alors un entraînement d'enfer. Elle invoque des mules sans tête, des monstres de rang A. Elle appelle ça une mise en situation réelle. À peine elle a fini sa phrase que les bêtes chargent, le sol tremble, les murs résonnent de rugissements. Kiska esquive, ses reflets sont plus aiguisés qu'avant, mais ils sentent que le danger est partout. Cette stratégie de combat brillante ou suicidaire. Ses réflexes sont plus aiguisés qu'avant, mais ils sentent que le danger est partout. D'ailleurs, Kiska profite d'un moment de calme après le repas pour poser la question à Judith. Est-ce qu'elle est déjà sortie du labyrinthe? Elle lui confirme qu'avant, elle sortait souvent la nuit pour éviter le soleil, mais depuis que le boss est là, elle est coincée ici. Mais avant d'en arriver à cette discussion, il a fallu transpirer. Pendant l'entraînement, Judith reste en retrait. Elle observe Kiska se battre contre ces bêtes de rang A, mais elle n'intervient pas. Par contre, elle lui gueule ses ordres. Il doit serrer les bras, mieux gérer l'espace et surtout anticiper les attaques de plusieurs ennemis en même temps. Kiska écoute. Il arrête de rester sur la défensive. Il devient plus souple, plus rapide. En un éclair, il dégomme une première mule. Il enchaîne direct sur la deuxième. La troisième essaie de s'enfuir, mais il la rattrape en 2 secondes. Judith valide. Elle est contente, mais elle le prévient direct. Il n'a pas le droit de mourir. Si son élève crève, elle va devoir attendre des plombes avant de trouver un humain capable d'apprendre ces techniques. Kiska doit devenir plus fort, toujours plus fort. À la fin de la séance, une notification s'affiche devant lui. Plus 5 points de compétence. C'est peu, mais pour lui, c'est une vraie victoire. Judith lui conseille de tout mettre dans la maîtrise de l'épée. Pour aujourd'hui, c'est fini. Sauf que le retour au sanctuaire est tout aussi intense. Kiska veut s'occuper de la cuisine. Il apporte une tasse remplie d'un liquide rouge sombre à Judith. On dirait du thé, mais c'est du sang de monstre tout frais. Judith boit ça avec un plaisir de dingue. Elle a des frissons. C'est son vrai repas. Kiska lui détourne le regard. Il ne s'y habitue pas. Ensuite, il sert le dîner. Des côtelettes de mule sans tête. Il a tout donné sur les épices pour que ce soit bon. Mais Judith s'en fout un peu. Pour elle, c'est juste correct. Elle mange ça tous les jours. Même la salade de fruits ne lui fait rien. Les vitamines, pour une vampire, ça ne sert à rien. Alors Kiska sort son dernier atout. Un fruit de corset. C'est une rareté du labyrinthe qu'il gardait précieusement. Judith croque dedans. Elle ne dit rien, mais son regard change un peu. Pour une fois, le silence froid entre eux se brise. Et c'est là que la discussion devient sérieuse. Kiska lui demande s'il a déjà vu l'extérieur. Judith lui explique qu'elle sortait autrefois, mais que ce n'est pas juste à cause du boss qu'elle est enfermée. Avant, il y avait des cercles de transfert pour voyager partout, mais quelqu'un les a tous détruits un par un. Elle cherche le coupable depuis des dizaines d'années. Elle a une piste. Le mec qui a cassé le portail est le même qui a scellé une certaine Ageha dans le labyrinthe. Quand il entend ce nom, Kiska se fige. Il demande qui est cette Ageha. Judith répond que c'était un héros, une fille incroyable qui a tué le roi démon. Et là, Kiska sent un énorme malaise. Dans tous les livres d'histoire, on raconte que c'est un certain Elysium qui a battu le roi démon, pas Ageha. Quelque chose ne colle pas du tout. Kiska se demande pourquoi 2 noms se mélangent comme ça dans le temps. Judith n'a pas la réponse précise, mais elle lui donne un avertissement super sérieux. Il ne faut jamais briser le sceau qui retient ce héros. Si ce truc s'ouvre, l'être à l'intérieur peut détruire le monde entier. Kiska dit qu'il a compris, mais dans sa tête, c'est une autre histoire. Il repense à sa vie d'avant. Il sait qu'il a déjà brisé le sceau d'Ageha. Pour lui, tout ça est déjà fini. Après ça, le calme revient. Kiska demande à Judith un peu au pif où est passée sa réserve de fruits. Elle rigole et lui jure qu'elle n'y a pas touché. L'entraînement reprend son cours. Les jours deviennent des semaines, puis des mois. Kiska affronte des monstres de plus en plus costauds et accumule des points. Judith commence même à se dire qu'ils pourraient s'échapper d'ici ensemble. Mais un soir, l'ambiance change. Il découpe des cadavres de monstres et prépare la viande. Classique. Sauf qu'en rentrant dans la pièce principale, il se fige. Judith est toute nue. Son cœur s'emballe direct. Il détourne les yeux et bafouille des excuses. Judith, ça l'amuse.
Elle trouve sa réaction de gamin rafraîchissante. Elle finit son repas comme si de rien n'était, puis elle lui lance « Tu veux dormir avec moi ?» Kiska hésite, c'est son maître, sa supérieure. Il a peur de franchir une ligne. Mais il se dit que s'il refuse, il va le regretter toute sa vie. Alors il accepte. Ils sont là, l'un à côté de l'autre, avec juste une lueur rouge sombre pour les éclairer. Judith finit par briser la glace. Sa voix est douce, grave. Elle lui dit que leur première rencontre lui semble appartenir à une autre vie. Kiska sourit, mais c'est un sourire mélancolique. Il lui avoue qu'à l'époque, il la trouvait terrifiante. Et là, il réalise un truc de dingue. La femme qu'il a tuée des dizaines de fois est maintenant allongée juste là, à ses côtés. C'est irréel. C'est là que Judith détourne le regard. Elle est gênée. Elle lui demande s'il avait compris qu'au début, elle voulait vraiment l'assassiner. Kiska répond calmement qu'il s'en doutait. Et là, contre toute attente, la vampire semble vulnérable. Elle lui explique que ce n'était pas personnel, c'est juste sa nature. Tuer des humains qu'elle croise, c'est son instinct de protection. Mais Kiska la rassure, il ne lui en veut absolument pas. Au contraire, il lui dit qu'il lui doit tout. Sans elle, il serait mort depuis longtemps. Sa souffrance entre ses mains, c'est cela qu'il a forgé. Il lui en est totalement reconnaissant. Judith reste muette. Elle le regarde avec une profondeur nouvelle. Elle lui demande ce qu'il a pensé d'elle plus tôt, quand il l'a vue sans phare. Kiska n'hésite pas une seconde. Il lui dit qu'il la trouve belle, magnifique et même attendrissante. Ce petit mot d'admiration fait naître un sourire gêné sur les lèvres de la vampire. Alors elle lui lance un défi. Par souci d'équité, elle veut voir à son tour. Elle veut qu'il lui rende l'appareil. Le silence qui suit est lourd, pesant. À ce moment-là, deux visages apparaissent dans l'esprit de Kiska, son ancienne fiancée et Agea. Le souvenir de son amour perdu lui déchire la poitrine. Il comprend qu'il ne peut pas céder. Il refuse doucement, mais au fond de lui, une peur immense se réveille. S'il s'habitue à cette vie tranquille, à cette chaleur, que deviendra sa haine? Que deviendra sa soif de vengeance? Il se revoit brisé, trahi par les siens, hurlant de rage sur les coups des monstres. Aujourd'hui, il est fort. Il peut tuer ses bêtes, mais cette femme immortelle qui lui offre la sécurité, elle est devenue sa plus grande menace. Rester ici, c'est risquer d'oublier pourquoi il s'est battu, mais ce qu'il n'avait pas prévu. On en parle dans la prochaine partie.